Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Il y a des invités comme ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Mocco, qui est, comme vous le savez sans doute, un créateur de contenu sur les réseaux, mais également accélérateur de succès, entrepreneur, formateur. Et d'ailleurs, nous allons en parler tout au long de cette émission avec lui. Bonjour à toi Marc et bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation. Comment ça va? Super, comme toujours. Bon. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu t'es fait connaître sur les réseaux sociaux comme une personne qui voulait s'installer en Algérie. C'est comme ça qu'on t'a connu. Tu voulais t'installer là-bas en tant qu'entrepreneur et tu en as profité également pour ensuite donner quelques conseils, fruits de ton expérience. Alors, tu es suivi par une communauté de plus de 150 000 followers, ce qui n'est pas rien. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer en quelques mots? Alors, je commence toujours par cette phrase, je suis franco-français, voilà, parce que beaucoup de gens se posent la question. Entrepreneur depuis maintenant 26 ans, j'ai toute ma vie voulu faire des choses, découvrir, créer, et c'est ce qui m'a amené aux 4 coins du monde, parce que j'ai entrepris sur 4 continents. Et un jour, j'ai rencontré mon épouse, Monia, qui est oranaise, et là, grâce à elle, j'ai découvert l'Algérie, Oran, et ça a été un coup de cœur, voilà. Malgré tous les voyages qu'il y a eu à travers le monde, c'est vrai que l'Algérie m'a toujours rappelé. C'est pour ça que, en 2021, on s'est dit, allez, on y retourne avec nos 3 enfants. C'est vrai que c'était des changements, mais voilà. Et aujourd'hui, je continue à entreprendre, à justement, également, avec mon expérience, à partager à celles et ceux qui ont des rêves, des projets, leur dire oui, c'est possible. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais par contre, il y a toujours des résultats, celui qui croit en lui surtout. Est-ce que tu peux nous parler aux auditeurs de ton rapport et tes liens avec l'Algérie? Ça c'est particulier parce que c'est vrai que l'Algérie, ça s'est fait en 2 temps l'Algérie. Le premier, pour mon mariage à Oran, un mariage traditionnel, magnifique. C'était incroyable avec 8-9 tenues, les chevaux, tout ce qu'il fallait. Et là, j'ai eu l'Algérie traditionnelle. Ensuite, j'ai vu effectivement ces opportunités qu'il y avait. Mais bon, c'est pas le bon moment. J'étais encore trop... Il fallait que je découvre. Donc, parti à travers le monde. Et là, le retour, l'appel de l'Algérie qui était toujours là. Alors, je vais vous dire la vérité. Il y a eu des erreurs. Parce que l'Algérie, j'y ai échoué. J'y ai perdu beaucoup d'argent. Mais il y a toujours eu quelque chose qui rappelait. Cette Algérie, elle a quelque chose de particulier. La terre d'Algérie a quelque chose de particulier. C'est cette énergie vibratoire. Il y a quelque chose dans la terre, dans cette terre ocre, qui aujourd'hui appelle ses enfants. Mais au-delà de ça, même ceux qui sont comme moi, pour moi l'Algérie c'est mon pays de cœur, ressentent ça et il y a un appel, voilà. Donc j'y ai répondu et aujourd'hui je suis entre les 2 rives. Mon cœur est là-bas, mon esprit est en France avec ma famille. Alors pourquoi à l'époque avoir envisagé avec ton épouse de rentrer en Algérie? Et comment ça s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, on venait de rentrer à peine 12 mois en France. On revenait de Thaïlande, de Bangkok, où nous vivions. Et on s'est dit, après 11 ans d'absence de France, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration? Et justement, plus d'opportunités. Et ça n'a pas été le cas. On a réalisé assez rapidement qu'il y avait beaucoup de choses qui n'évoluaient plus. Pour moi, il y avait beaucoup de choses qui bloquaient. Et l'Algérie a rappelé une fois de plus. Alors, la vérité de la vérité, c'était par rapport au soleil. Le soleil. Parce qu'en général, c'est vrai que quand on est en France, c'est courant octobre qu'on commence à se dire « Oh là là, il y a l'hiver qui arrive, ça va pas être terrible ». Et là, l'Algérie, une fois de plus, a dit « Coucou, le soleil, la liberté », oui, j'ose le dire, la liberté en Algérie, le bien-être. Et ça a appelé. Et on avait 3 choix. C'est vrai qu'on était entre trois pays. C'était Dubaï, c'était Djerba, en Tunisie, ou alors Oran. Et on s'est dit, on va aller tester Oran, mais avec un mindset DZ, pas celui de c'est bon, je sais, je viens de l'Occident, moi je sais tout faire, j'ai tout compris, je vais vous apprendre. Non, on est venu comme ça. Et ce qui nous a vraiment dit, ok, vous êtes au bon endroit, c'est quand on a fait un trip, on est descendu aux portes du désert, à El Bayed, Brézina, et là,
il y a quelque chose qui s'est passé. Et il n'y avait plus de question de dire on va là, là, là. Non, on reste ici. Voilà. D'après ton retour d'expérience, quels sont les points à améliorer pour attirer davantage d'investisseurs de la diaspora algérienne ici en France? Ça, Fawzi, c'est une bonne question. C'est une question à laquelle il n'est pas évident de répondre parce que C'est peut-être aussi un tout. c'est Un beaucoup ensemble. de choses. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de structures d'accompagnement, de structures pour pouvoir donner confiance à la communauté algérienne, aux porteurs de projets, aux start-upers qui voudraient entreprendre, créer. Il y a vraiment du gros potentiel, hein, vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup d'opportunités, mais il n'y a pas de structure, concrètement. Voilà. C'est ce dont je parle en permanence quand je suis en Algérie. Quelque chose qui soit là, qui dise ok, on va pas parler de la Chambre du commerce, de l'industrie franco-algérienne, ni du NESDA, ni de la NAT, tout ça, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de structure concrète qui vont dire ok, quel est votre projet, on va l'étudier, on va vous aider à le réaliser. Tu penses plutôt à un guichet unique, c'est ça? Quelque chose dans le genre. Oui, un guichet unique avec un accompagnement par la suite. Parce que quand on entreprend, où que ce soit dans le monde, il faut être prêt. Voilà. Et c'est vrai que même si on a un passeport vert et qu'on se dit l'Algérie c'est mon pays, je vais y entreprendre et ça va bien se passer, non, parce qu'en fait, beaucoup de choses sont différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir là où on est. Alors toi, tu as eu une expérience, tu en as parlé sur ton TikTok, hein, dans une vidéo, où tu avais commencé à entreprendre ton projet et puis finalement, ça ne s'est pas fait parce que tu n'as pas pu avoir ta carte de commerçant parce qu'en fait, il y avait un problème de visa. Et c'était quoi ce problème? Alors, la société est créée. On a mis à peu près 4 mois pour créer notre entreprise. C'est une entreprise de droit algérien, donc mixte, franco-algérienne. Voilà. Et ce qui s'est passé concrètement par rapport à cette carte de résident, c'est que les choses ont traîné. Parce qu'il faut savoir une chose, quand on est algérien, entreprendre en Algérie, c'est très facile. Franchement, easy. Mais quand on est étranger, là, c'est une sacrée paire de manches. Parce que même si, ça c'est quelque chose qui est important à savoir, c'est le 49-51 n'existe plus en Algérie. Parce que beaucoup de gens se disent encore, je ne peux pas entreprendre là-bas parce que 49-51, non, c'est fini. Un étranger peut être à 100% propriétaire d'une entreprise. Voilà. Mais malgré tout, en tant qu'étranger, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'enquêtes et ce genre de choses pour dire est-ce que c'est bien carré, est-ce que c'est bien clair, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que voilà, tout est. Donc ça a tardé. Mon épouse et mes enfants qui étaient repartis en France à cause de cette histoire d'enseignement français, l'enseignement français qui avait été interdit dans les écoles privées algériennes, moi j'ai encore tenu pendant 5 mois à dire ma carte. Ça sautait de wilaya et autres, et puis du coup je suis reparti. Maintenant je fais la navette entre les deux pays. Donc voilà quoi. Alors tu t'es distingué aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur ton TikTok par un apport régulier de conseils. C'est le fruit de ton expérience, c'est le fruit aussi de rencontres, ou est-ce que tu peux en dire plus? Alors c'est le fruit d'expérience d'une part et d'accompagnement de clients d'autre part, parce que ça a été une aventure. Parce que comme beaucoup, quand tu arrives en Algérie, on parle d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui vont dire tiens, je peux t'accompagner. Il y a des bureaux, il y a pas mal d'offres qui sont sur le terrain, des notaires, des avocats. Et souvent, je le dis honnêtement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Parce que j'ai fait cette expérience. J'ai refait 3 fois mon entreprise. 3 fois, on a été obligé de tout refaire parce qu'on avait été mal conseillé, mal accompagné. Et la fois où on a été jusqu'à la fin, c'est quand on l'a fait tout seul. Quel est ton positionnement sur le segment conseil aux entrepreneurs dans leurs démarches administratives? Et parle-nous également de ton site Entreprendre des aides. Ce que je partage, ce que je publie effectivement concernant l'entrepreneuriat en Algérie, l'investissement, quels que soient les domaines, c'est issu principalement, comme je disais, effectivement, de mes expériences. Voilà. Et toutes ces choses-là sont destinées à des personnes qui, aujourd'hui, ont un projet, mais ne savent pas quoi faire, comment faire. Et c'est pour ça que dans mes
autant dans mes posts que dans mon contenu, je dis les choses clairement. Je suis objectif. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, si tu penses pouvoir changer la vie des Algériens parce que tu as vu quelque chose qui fonctionne en France, à Dubaï ou n'importe où, c'est pas la peine. Tu vas échouer. Et ça, il y a beaucoup de gens qui, justement, pensant avoir des solutions miracles pour l'Algérie et faire beaucoup d'argent, eh bien, repartent en ayant perdu leur investissement, mais surtout en accusant l'Algérie, les Algériens, de leurs échecs. Alors qu'en fait, ces personnes-là n'étaient pas prêtes. Et c'est ce que je transmets, c'est préparez-vous. Quand je dis toujours, pour un projet, 12 mois minimum entre l'idée et le lancement en Algérie. Si on a des enfants scolarisés, on rajoute 6 à 12 mois supplémentaires. Parce que ça, c'est important à prendre en compte. Souvent, on a nos projets, mais on oublie que derrière, il y a la famille. Alors l'improvisation ne pardonne pas, hein, justement. Ah, jamais. Alors tu accompagnes des entrepreneurs par des formations, comme des formations sur le leadership, la confiance en soi, le guide de l'investisseur et quelques autres conseils. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, les formations que je propose effectivement autant en ligne qu'en présentiel. Alors, une petite chose qui est assez intéressante, c'est que quand j'étais à Oran, je faisais les formations, ce même type de formation en présentiel. 100% des participants venaient de France. Donc, c'est dingue. À force qu'on me dise, écoute, franchement, tu peux pas venir parce que ça nous éviterait d'être obligé de prendre des billets d'avion, des hôtels. J'ai dit, ok, j'ai fait ça en France. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont toujours des petits groupes, 10-12 personnes maximum, pour pouvoir travailler les projets dans le plus concret possible. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont salariés et se disent « je voudrais faire ça, je voudrais faire ci ». Oui, mais non. Oui, c'est possible. Par contre, ça ne va pas être comme tu crois, ça va être compliqué. Donc, aujourd'hui, pour réussir, c'est préparation, préparation, préparation. Et si on se contente d'aller chercher sur Internet l'information, c'est vrai qu'il y a tout et n'importe quoi. Et ça, c'est un souci. Voilà, je ne vais pas dire que j'ai la science infuse non plus, mais bon, mon expérience, elle vient du terrain aujourd'hui. C'est pour ça que je vais donner les informations concrètes. Si ton projet n'a pas de chance d'aboutir, n'y va pas. C'est stop. Mais ça, tu leur dis aussi, Marc. Je le dis. Ouais, je le dis, pour ne pas faire perdre d'argent, ni de temps, ni quoi que ce soit. Voilà. Alors, dans un de tes posts, tu insistais beaucoup pour valoriser le Made in Algérie. Quelle est ta vision à cet égard? Le Made in Algérie, c'est quelque chose qui a un très très grand avenir. Alors c'est vrai, l'année dernière, je parlais beaucoup de la porte. Alger, c'est la porte du continent africain. L'Algérie, c'est la porte du continent africain. Donc aujourd'hui, le Made in Algérie, il est demandé beaucoup sur le continent africain. Et c'est vrai que c'est facile. Il y a beaucoup de zones franches, donc des accords de libre-échange. Donc le Made in Algérie aujourd'hui est en train de se faire connaître sur le continent africain. Mais moi, je voudrais rappeler que la communauté algérienne à travers le monde, ne serait-ce qu'en France, en Europe, en Asie, parce qu'il y en a beaucoup, il y a des millions d'Algériens à travers le monde, eh bien, ce sont des consommateurs potentiels qui veulent consommer du Made in Algérie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais la promotion de ça. Et parce que j'espère que d'ici quelques temps, ça amènera l'État justement à labelliser. C'est ça qui est important, à labelliser. Car aujourd'hui, le Made in Algérie, ça ne sort pas parce qu'il n'y a pas les réglementations qui sont mises en place, il n'y a pas les structures. Et pourtant, il y a des demandeurs. Oui. Alors c'est vrai qu'on a souvent pris l'exemple des pâtes à tartiner à El Morjan qui avaient des problèmes d'export, mais en fait, les blocages ne viennent pas toujours nécessairement d'Algérie, elles viennent également aussi du fait des blocages européens et français aussi en particulier. Et pour revenir sur cette pâte à tartiner, ils avaient été interdits à un moment donné parce qu'en fait le lait qui rentrait dans la composition de la pâte n'était pas conforme d'après eux. Alors même que ce lait avait été acheté au préalable en France. C'était du lait en poudre. Alors exactement, parce que c'est vrai que ça j'ai eu l'occasion de parler avec le directeur du marketing de la société Sebon, parce que c'est un produit effectivement que j'ai vraiment pris à cœur et défendu parce que pour moi c'était vraiment de l'injustice qui s'était passée. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des réglementations. Voilà. Le lait, effectivement, venait de une société française. Voilà, lait en poudre, société française. Et de là que ce soit bloqué au port de Marseille, alors que le produit rentrait et était commercialisé par le CABA, d'accord. Mais bon,
Et il y avait beaucoup de personnes qui attendaient ce produit, qui l'ont consommé. Ça fait un buzz sur le net. Et quelque chose que j'ai vraiment respecté lors de cet échange que j'ai eu avec le directeur commercial de Sebon, concernant cette pâte à tartiner, il me dit on ne rentrera pas, et ça c'est vraiment typique des aides, on ne rentrera pas sur le marché, malgré toutes les offres qu'on a eues, des industriels qui proposaient de tout financer pour fabriquer la pâte à tartiner en France. On dit non, on ne rentrera pas en France ni en Europe tant qu'on ne nous ouvrira pas les portes. Et ça c'est quelque chose de particulier. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous donner des noms d'organismes qui sont incontournables en Algérie, comme l'API, sur laquelle tu as fait une vidéo, l'ANDI et d'autres? Alors, aujourd'hui, dans les principales opportunités qu'il y a aujourd'hui, dans les principales opportunités qu'il y a en Algérie, il y a l'industriel, le tourisme et l'agriculture. Donc, je pourrais vous présenter deux organismes. C'est l'API, effectivement, l'Agence algérienne pour l'investissement, et l'ONTA. Voilà. L'API, c'est une structure qui aujourd'hui va accompagner, garantir des prêts pour des projets industriels, principalement industriels, touristiques, pharmaceutiques. C'est pas réservé à tout le monde, parce que les projets, on ne va pas rentrer sur des petits projets dans cette structure. Par contre, il y a vraiment des résultats. Il y a à peu près l'équivalent de 40 000 projets qui sont en instance de développement sur les prochaines années. C'est vrai que l'API a vraiment une structure très importante, qui est une structure étatique, et là, moi j'ai foi en ça, l'API. Ensuite, la deuxième, c'est l'ONTA. L'ONTA, l'Organisme national des terres agricoles. Parce qu'aujourd'hui, le potentiel en Algérie, c'est l'agriculture. Autant pour le marché local qu'à l'export. Et là, à partir du moment où vous avez un passeport vert, vous avez le droit de faire une demande de terres agricoles. Voilà, 1 hectare, 5 hectares, 10 hectares, jusqu'à 100 hectares. Et c'est à l'ONTA que ça se fait. Alors, régulièrement, sur leur site, onta.dz, il y a des mises à disposition de terres. Cette année, je crois qu'il est prévu de mettre à disposition l'équivalent de 100 000 hectares de terre. Voilà. Donc, il suffit de déposer sa demande sur le net et de là, le dossier fera son suivi. Et une fois que, il y aura une possibilité qui se présentera pour vous, vous êtes informé. Alors, par contre, tu l'as relevé aussi sur tes réseaux sociaux, beaucoup d'Algériens décident d'investir massivement en Algérie, et ça, c'est plutôt inédit pour la période. Par contre, tu es sans concession avec ceux qui, profitant de cet appel d'air, vont se faire une image d'entrepreneur branché, méritant, réussissant. Et comme tu le dis, l'emballage ne fait pas tout. Non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on profite de l'Algérie, on fait le buzz sur l'Algérie. Et c'est vrai que beaucoup, alors je dis souvent opportunistes, parce que c'est vrai que les opportunités sont partout. Mais maintenant, il faut bien se méfier de ce qu'on va dire et de ce qu'est la réalité. Je reparle du terrain. Beaucoup de gens vont proposer des services, vont proposer des accompagnements, vont proposer des formations, vont dire regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai réussi à faire ici. Sauf que les réseaux sociaux, parfois, les informations, ce qu'on voit, c'est un peu erroné par rapport à la réalité du terrain. Donc c'est pour ça que ce que j'invite chaque porteur de projet, quelqu'un qui veut aujourd'hui se lancer en Algérie, c'est pas regarder de là où il est, c'est de prendre un billet d'avion. Là, les billets d'avion, 98 € l'aller, 35 € le retour. Je veux dire, faut pas dire que c'est... voilà. Vous venez voir sur le terrain, profitez de faire quelques salons, quelques expositions, et là, vous voyez vraiment ce qu'il en est. Parce que c'est bien beau ce qu'on voit sur les réseaux, mais la réalité, c'est là-bas, quoi. Ouais, et il faut s'y rendre. Alors, tu abordes dans tes réseaux sociaux plein de sujets, que ce soit l'aspect fiscal, l'administratif, là tu viens de parler de l'ONTA, on parlera plus tard peut-être aussi de l'ANDI, mais tu as également abordé le sujet de l'importation de véhicules de moins de 5 ans, de moins de 3 ans. Alors,
Au moment où tu avais fait ta vidéo sur les véhicules de moins de 5 ans, tu disais que c'était faux. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis? Parce que moi, j'ai entendu aussi l'inverse. Et alors, je précise, nous sommes en fin novembre 2025, et il semblerait que ça serait à l'ordre du jour. Alors, c'est vrai qu'il faut faire la différence entre un effet d'annonce et la validation par décret. Voilà. Pour ce qui est des voitures de moins de 5 ans, le décret n'a pas été encore finalisé. Donc aujourd'hui, ça reste encore dans les petits papiers, effectivement, dans les tuyaux, comme on dit. Donc il faut espérer. Par contre, beaucoup de députés sont contre. Donc peut-être que oui, peut-être que non. Inch'Allah, On peut pas dire. Il y a eu ce genre de choses avec un. Je souligne bien ça parce que sur les réseaux, on a aussi entendu une opportunité par rapport à une aide de 4 000 € qui était donnée aux personnes qui voulaient rénover une maison, qui voulaient faire des travaux. Et donc, c'est vrai que cette vidéo a fait un buzz en France. Et là, tout le monde disait « Ah, c'est super, je vais pouvoir 4 000 €, je vais pouvoir faire ceci chez moi. » Alors qu'en réalité, cet effet d'annonce a fait penser, a fait croire à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens ont été déçus parce que la réalité, c'est que non. C'est uniquement dans certaines wilayas du sud du pays. Vous voyez? Donc vous êtes à Alger, à Oran, Béjaïa, jamais vous n'aurez le droit à ces 4 000 €. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, c'est toujours pas acté. Alors, on voit aussi à travers tes vidéos que tu sillonnes les événements algériens ici en France. Récemment, tu étais au salon de l'immobilier. Enfin, il y en a eu deux. Il y avait le salon de l'immobilier Sina, organisé par Sofiane, et puis il y avait aussi le promoteur Ayman qui lui aussi faisait son salon. C'est intéressant pour toi, c'est bénéfique aussi de rencontrer du monde, de voir aussi des initiatives aussi importantes les unes que les autres. Évidemment, puisque quand je parle de l'Algérie, je parle de tout ce qui est aujourd'hui, de l'image de l'Algérie à travers le monde, qu'elle peut rayonner. Et c'est vrai que quoi de mieux que les salons de l'immobilier pour présenter le savoir-faire et justement l'Algérie d'aujourd'hui, qui n'est pas celle d'hier, celle encore qu'on imagine avec tous les pieux qui sortent des toits, ces briques rouges. Non, aujourd'hui, la promotion immobilière est vraiment... les matériaux sont première qualité, les finitions également, et c'est vrai qu'au niveau du standing, on n'est plus sur ce qu'on croyait. Oui. Sur ce qu'on voyait il y a quelques années. Donc voilà, encore. et que ce soit Ayman, ça, et le salon Sina, quand je vois les milliers de personnes qui sont là, qui sont intéressées, qui passent du temps, eh bien je me dis que oui. C'est révélateur. Complètement. Alors tu as annoncé aussi un événement, c'est l'installation de la BEA, Banque extérieure d'Algérie, ici, s'installer en France. Et c'est plutôt bon signe pour toi ou pas? Moi, je me dis que c'est très très bon signe parce que quand on voit effectivement cette friction qu'il y a entre l'Algérie et la France et que malgré tout ce qu'on dit, eh bien, l'Algérie s'installe par cette banque, justement, la BEA, à Paris, Saint-Denis, Marseille. La prochaine ouverture, ce sera Lyon. Je me dis que, en fait, ces frictions ne sont que politiques et pas vraiment diplomatiques. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de parler avec un député algérien qui avait dit le canal diplomatique, depuis ce qui se passe, ne s'est jamais fermé. Donc oui. Et pour ce qui est de la BEA, je dis que c'est très bien par rapport à la communauté algérienne établie en France qui se dit effectivement l'Algérie vient, l'Algérie tient compte de nous et ça c'est important. En ayant une veille justement dans les médias, ce que je constate c'est que, et ce qui me fait de la peine franchement, c'est que certaines personnalités politiques effectivement ont pris comme bouc émissaire des problèmes économiques et sociaux de la France. Alors les Maghrébins, mais au-delà de ça, ce sont les Algériens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'impression que, quelle que soit l'origine de la personne maghrébine, elle est algérienne. Voilà. Et donc, on a l'impression, effectivement, ce qu'on donne, et c'est pour ça que chaque jour, je suis présent sur les réseaux pour dire non, quelqu'un a dit ça, je suis capable de vous prouver le contraire. Voilà. Et c'est vrai que ça fait vraiment mal au cœur parce que cette communauté algérienne qui a bâti la France, il faut dire la vérité, elle a bâti la France aujourd'hui. Les immeubles qu'on voit autour, il n'y a pas que de l'haussmannien, d'accord? Eh bien, aujourd'hui, elle est dénigrée. 4e, 5e, 6e génération, on ne veut pas les écouter, on ne veut pas les entendre, on veut les oublier et on veut même les faire repartir.
alors qu'ils font partie intégrante du pays. Et ça, je trouve que c'est effectivement grave. Et je me permets, en tant que franco-français, justement, eh bien, de porter ma voix pour dire non, il ne faut pas laisser faire ça. Les Français sont... Le peuple algérien et le peuple français n'ont jamais été en guerre. Ce sont deux pays, les autorités, la politique. Mais moi, ce que je vois quand je suis en Algérie, c'est que les Algériens aiment les Français. Voilà. Et en France, quand on parle dans les quartiers, parce que moi je vis dans des quartiers, voilà, je ne suis pas dans le 16e arrondissement du tout, ni en province, eh bien tout le monde s'entend. Alors justement, c'est très bien que tu me parles de tout ça, parce qu'en fait, tu nous annonces aussi sur tes réseaux que tu lances un nouveau mouvement, Libre et Égaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, avec plaisir, parce que ça c'est vraiment un gros projet que j'ai concrètement aujourd'hui. J'ai créé donc une association à Gennevilliers, ville dans laquelle je vis, qui s'appelle Libre et Égaux. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette association? C'est un mouvement citoyen pour unir, fédérer sous une même voix, tout d'abord la communauté algérienne de France, voilà, qui est le principal victime de ce qu'on en dit dans les médias et certaines personnalités politiques, et qui, n'a pas de voix aujourd'hui, en dehors de Agli Melouli, donc le sénateur, et Sabrina, alors je ne vais pas dire son nom de famille parce que je vais l'écorcher, voilà. Sabrina Sebahi. Sebahi, qui donc la députée, c'est vrai qu'il manque. Et ce que je trouve triste, entre guillemets, c'est que, comme on m'a beaucoup dit, c'est on va plus écouter un Français qui parle de l'Algérie qu'un Algérien qui parle de l'Algérie. Alors je me dis qu'aujourd'hui, par l'influence des réseaux, effectivement, c'est possible de se faire entendre. Donc cette association, elle est en train de se mettre en place. On est en train de mettre la fondation. Il y a déjà pas mal d'avocats qui sont rentrés dedans. Pourquoi faire? Pour, ça c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, concernant les cartes de résidence, les demandes de nationalité, les préfectures font traîner les dossiers. Et c'est pour ça qu'on parle de ces fameuses OQTF. Aujourd'hui, les OQTF, on dit OQTF, t'as fait un délit. Alors qu'en réalité, beaucoup de gens, comme les étudiants, aujourd'hui reçoivent une OQTF parce que, ils n'ont pas reçu leur dossier à temps, parce que la préfecture n'a pas fait son travail comme il fallait. Et ça, je le tiens à le dire, c'est vrai. Donc, ces personnes sont obligées de faire appel à des avocats. Et donc, pour éviter d'être obligés de lancer des procédures, on va faire, de la prévention. On va aller dans les quartiers, prévenir, attention, vos papiers, n'attendez pas le dernier moment, ceci, cela, donner du conseil et du juridique, et également que la communauté se fasse entendre. Mais on ne va pas faire des galas, on ne va pas faire des soirées dans des grands restaurants du tout. Le but, c'est vraiment les Algériens, les Algériennes de toute génération, immigrés aujourd'hui, qui ont des cartes de résident, qui ont des doubles nationalités, parce que l'Algérie, ça a toujours été le pays des défenseurs des opprimés. Très bien, Marc. Alors, on est presque arrivé à la fin de cette interview. J'ai été absolument ravi de te rencontrer et de te recevoir ici. Merci. Est-ce que tu aimes les photos, les albums photos, la musique? J'aime les photos, bien sûr. Sinon, je ne serais pas en permanence devant un écran. Et la musique, j'adore. J'ai toujours fait la musique. Et oui, bien sûr. Eh bien, écoute, ça tombe très bien parce qu'ici, nous avons une tradition sur notre chaîne et dans cette émission en particulier, c'est qu'à la fin de l'émission, nous offrons un cadeau à nos invités. Et là, sur la table, il y a donc un album photo et il y a un album de reggae. Alors, je ne sais pas si tu aimes le reggae, mais c'est quand même de la musique. Alors ça, c'est un très bel album photo d'une chef d'orchestre qui a un très beau parcours. Donc, dedans, il y a de très belles photos. Ok. Voilà, donc cadeau pour toi. Merci, c'est super, franchement, magnifique. Magnifique. Et puis un album CD d'un artiste qui est venu cette semaine dans cette émission. Il s'appelle Lambs et il fait du reggae. Voilà. Ok. Merci à toi, Marc. Bah écoute, merci beaucoup, c'est gentil, merci, c'est sympa. Je pensais pas que j'aurais des cadeaux en plus en venant me voir, mais avec plaisir. À très bientôt. Merci.